Oui, on est le 1er avril, donc c'est poisson d'avril, il n'y a plus de présentation. Voilà, on peut partir. Effectivement, donc, je succède à Thomas, ce qui me facilite un petit peu la tâche, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je devais présenter, mais finalement qu'il a fait lui-même. Donc, pour commencer un petit peu mon topo, faut-il avoir ou avons-nous besoin des critères pour admettre un patient en réanimation? Voilà, donc je vais essayer d'explorer un petit peu ce champ-là. Pour dire un petit peu en gros la démographie du service, on est à peu près à 1600 entrées par an entre la réanimation et puis l'USC. Donc c'est les chiffres de 2020 et de 2021. Presque 900 en réanimation et 600 et quelques en soins continus. Parmi ces malades-là, on avait donc en 2020 218 malades de Covid-19, donc dans le plan blanc, et puis en 2021, 348. Donc, cet afflux de patients en réanimation nous a amené à faire une RCP Covid qui était présentée tout à l'heure par Thomas. Effectivement, donc sur l'hôpital, on avait 1157 malades hospitalisés dans le service des médecines pour une infection à la Covid. Et puis parmi ces malades, il y avait des patients qui étaient éligibles à une réanimation ou voire avec des indications de réanimation qui sont discutables. C'est des malades-là qu'on a pris en charge dans les discussions de RCP Covid. Il y avait 200 dossiers qui étaient sélectionnés. Donc parmi ces 200 dossiers, il y avait 22 dossiers qui n'ont pas abouti à une étude à l'RCP Covid parce qu'il y avait des critères de non-admissibilité en réanimation, soit par leur non-gravité, soit par le critère de comorbidité qui ne permet pas de discuter de la réanimation pour ces malades-là d'entrée de jeu. Et donc finalement, comme dit Thomas, il y en avait 178 dossiers qui étaient étudiés. Dans les 178 dossiers, il y avait 123 dossiers avec des critères de non-admissibilité. Et puis, dans ces 123 dossiers, il y avait des directives anticipées qui étaient déjà bien établies par le patient auparavant. Donc, des directives anticipées rédigées à la première personne qui sont valables. Finalement, il y avait 55 dossiers admissibles pour une réanimation. Et pour ces 55 dossiers, on n'avait admis que 13 malades, dont 7 malades qui étaient ventilés, et de ces 7 malades, il y en a 5 qui sont morts, malheureusement. Il y avait un patient qui était décidé non admissible à la réanimation, mais finalement, ce n'était pas tracé convenablement dans le dossier médical. Et au moment où il a fait sa détresse respiratoire, d'ailleurs, ce n'est pas une détresse respiratoire, il a fait un arrêt cardiaque qui était rapidement récupéré par l'équipe de SMUR et puis admis après en réanimation et qui malheureusement décède très rapidement après son entrée en réanimation, ce qui preuve aussi que la RCP, donc les critères de non-admissibilité dans la réanimation des malades, c'était bien, on va dire, bien cadré. C'est ce qu'on a constaté pendant ces RCP que pour nos confrères, pour les médecins des services de spécialité, il y avait quand même quelques lacunes. Et c'est des lacunes qui n'étaient pas les moins importantes. Entre autres, ils avaient une absence d'informations suffisantes sur l'iatrogénie liée aux soins, surtout en réanimation. Donc, chez des malades qui sont graves, qui sont plutôt âgés, avec des facteurs de comorbidité, leur impliquer une réanimation invasive, ça peut comporter des complications, ça peut comporter des infections, ça peut avoir un impact délétère sur leur qualité de vie future. Et par ailleurs, ça peut avoir un impact psychologique traumatique sur eux-mêmes et sur leurs proches.
Donc voilà, pour les critères de non-admission qui nous ont guidés pour discuter l'admissibilité en réanimation, ce sont les critères qui étaient décrits par la SRLF donc, au mois de mars 2020, que Thomas a présenté tout à l'heure. Et pour finir, dire que c'est quoi les principes d'une décision d'admission en réanimation? Donc déjà, il y a la collégialité. Donc c'était le principe de notre RCP. Une décision s'est prise en concertation avec une équipe médicale et finalement, ça reste quand même la responsabilité du médecin qui acte cette décision. C'est pour ça que quand même, c'est une décision qui implique la responsabilité d'un seul médecin. Après, il était recherché le respect de la volonté et des valeurs du patient. Donc, ces valeurs qui sont exprimées par des directives anticipées qui devraient être rédigées à la première personne ou voire transmises par l'intermédiaire de la personne de confiance ou des proches. Il y a la prise en compte de l'état antérieur du patient, donc le score de fragilité clinique qui était présenté également tout à l'heure par Thomas. Il y a l'âge, il y a les comorbidités, il y a l'état neurovégétatif de patient qui rentre en ligne de compte. Et puis, il y a la cinétique de dégradation de l'état général dans les derniers mois et leur rapidité d'installation. Donc, le score de fragilité clinique qui était présenté également tout à l'heure. Alors, donc, dans les principes d'une décision d'admission également, ils étaient donc pris en compte les gravités de l'état clinique actuel du patient, l'évaluation du nombre de défaillances d'organes, le score SOFA, et puis la maladie actuelle qui l'amène en réanimation. Après, il fallait évaluer également le confort du patient, son état général, comment il accepte sa maladie, s'il est douloureux, s'il est anxieux, s'il y a d'autres facteurs qui peuvent conduire à son état de mal-être. Et puis, c'est surtout de garantir aussi aux patients un accompagnement et des soins qui sont dans le respect de sa dignité. Donc, pourquoi des critères d'admission en réanimation? C'est parce que l'admission en réanimation, ça dépend surtout d'un médecin. Ça dépend du médecin qui propose au malade, comment il le propose, et ça dépend du médecin qui accepte l'admission ou pas. C'est ce qui était établi par l'étude IceCube, où on a remarqué que les malades qui sont admis en réanimation, surtout les malades âgés, c'était des malades qui sont plutôt chirurgicaux en post-opératoire, et les malades médicaux, ils étaient plutôt moins importants dans leur fréquence d'admission en réanimation. Et puis que l'âge, il était un critère indépendant de refus. Pour les malades qui sont de plus de 85 ans, de l'ordre de 36%. Ce sont des chiffres qui étaient sortis de l'étude observationnelle de Study of Triage Decision Making in European Intensive Care Units, écrite par Sprong Artigas, et de l'étude de Garouste. Après, on peut dire que l'âge chronologique est un marqueur qui est peu pertinent par rapport à la gravité initiale et aux comorbidités. C'est donc l'étude de Parmentier. C'est une étude qui est sortie dans de Neurologique, Psychologique et Gériatrique Journal, qui montre quand même que les malades qui étaient plus âgés, ils avaient
quand même moins recours à des gestes invasifs, c'est-à-dire que la réanimation il était arrêtée un peu plus précocement pour ne pas rentrer dans un dilemme d'acharnement thérapeutique. Donc, dans l'étude de Boumendil, il était montré que la survie des patients de plus de 80 ans reste quand même inférieure à celle des autres patients après ajustement de leur sévérité. Et c'est justement par rapport à une décision de l'ATA qui était prise de manière un peu plus, plus précoce et que la réanimation invasive était arrêtée plus facilement. Il faut se dire aussi que le séjour en réanimation, c'est une étape difficile pour les patients, pour le patient lui-même et pour ses proches. Ça reste quand même assez traumatique pour les proches de voir leurs parents qui en état donc en réanimation, qui plutôt plus de risque de passer, de finir sa vie en réanimation que de guérir de ce passage en réanimation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt décider en amont, parce qu'un passage en réanimation peut être traumatisant et pour éviter aux patients d'aller jusqu'à la décision tardive d'une limitation des thérapeutiques actifs. Donc, dans les cas où la décision ne peut pas être prise facilement et puis qu'on n'avait pas tous les critères pour de ne pas admettre un malade en réanimation, il y avait donc une décision de réanimation dite full code, une réanimation d'attente, en attendant d'avoir tous les éléments nécessaires pour décider de la poursuite ou non de cette réanimation. Et surtout aussi d'identifier les patients qui vont bénéficier le plus des soins de réanimation, surtout dans une période de restriction budgétaire et de manque de moyens. Donc, une limitation active des thérapeutiques n'est pas toujours un synonyme de décès, mais n'est pas un abandon non plus, mais surtout un projet personnalisé aux besoins du patient. C'est ce qui ressort de l'étude IceCube également. Donc, en conclusion, avoir des critères pour admettre un patient en réanimation, c'est de pouvoir repasser en revue tous les éléments nécessaires pour prendre cette décision. On peut penser qu'en période de garde ou quand on est seul devant le malade, de décider de réanimer ou ne pas réanimer, on peut passer à côté des éléments qui sont importants à savoir pour la réanimation. Il faut que ce soit une décision sereine basée sur la bienfaisance, la non-malfaisance et d'éviter l'obstination thérapeutique déraisonnable. Après, ça permet aussi éventuellement, si c'est possible, de discuter avec le patient lui-même, de connaître ses volontés et ses valeurs, ou voir d'avoir des éléments de la part de ses proches. Donc, notamment les directives anticipées, d'avoir la personne de confiance, qu'elle soit actée dans le dossier, qui n'est pas souvent le cas qu'on court derrière, et rechercher les conditions de vie, son autonomie, les antécédents du patient, et surtout son statut nutritionnel. Après, c'est ce qui peut nous amener aussi d'avoir ou à proposer une réanimation adaptée. Donc, ce que je veux dire par là, réanimation adaptée, justement, c'est faire une réanimation d'attente ou voir une réanimation avec certains critères à ne pas aller au-delà si l'évolution reste non favorable. Et surtout dans une période où la population vieillissante,
On a des personnes qui sont âgées, qui sont de plus en plus importantes. L'espérance de vie augmente régulièrement avec l'amélioration des soins. Le besoin en réanimation, en lit de réanimation, devient de plus en plus important. En sachant qu'actuellement, en France, on a 9,3 lits de réanimation pour 100 000 habitants, ce qui est probablement pas suffisant. Si on a bien entendu hier le message qui était passé, au contraire, notre système de santé en France n'était jamais dépassé par l'afflux de patients en réanimation. Et si on comparant avec d'autres pays en Europe, notamment l'Allemagne, qui ont 25 lits pour 100 000 habitants, on est beaucoup en dessous de ça. Donc, pour tous ces critères-là, je pense qu'avoir des critères pour admettre un patient en réanimation, ça reste quand même quelque chose d'important. Merci. Merci pour votre information. Bon, vous imaginez que je suis complètement contre tout ce qui vient d'être dit. Évidemment. Sinon, je n'aurais pas intérêt à être ici. Peut-être sur une chose, mais je pense que vous allez comprendre assez rapidement laquelle. Donc, non, pas de critères, non, pas de critères, non, 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 non. Je n'ai aucun lien d'intérêt et vous allez voir pourquoi aussi avec les transporteurs routiers et l'industrie de la mode. Donc, pour éviter des situations et des positions difficiles et de passer des nuits tranquilles, il faut admettre tout le monde. Cette décision d'admettre ou non en réanimation les patients est une des plus difficiles que le réanimateur doit prendre, surtout en période de garde, avec le risque de perte de chance en cas de refus et d'obstination déraisonnable, on va en reparler, en cas d'acceptation. Et évidemment, ceux qui me connaissent savent que je ne serai jamais de mauvaise foi. Donc déjà, commençons par l'âge, on va tordre le cou à ça. Aucune recommandation nationale, internationale, ça n'existe pas. Aucun score de gravité spécifique. Le problème est donc réglé pour moi. L'âge n'est pas un critère. D'autant plus que on change. Hein. Par exemple, la mode. Donc en 2021, Burke, en 2022, waouh. Les Français vivent et les Françaises vivent de plus en plus longtemps et de mieux en mieux. La population vieillit. Ce qui a été écrit il y a 10 ans, est-ce encore valable? En 2035, l'augmentation de la proportion des gens de plus de 60 ans va augmenter de façon drastique, indépendamment de la fécondité, etc., etc. Ou d'une autre pandémie. Vous avez bien vu que j'en ai pas du tout parlé. L'âge médian augmente en réanimation. Il est actuellement en gros à 65 ans. Et la proportion des patients de plus de 80 ans va augmenter de façon plus rapide par rapport aux autres tranches d'âge. C'est pas moi qui le dis, hein. Je ne fais que répéter. Tordons le cou aussi à la multidisciplinarité. À 2h du matin, bien, bravo de trouver le souhait du patient tracé dans le dossier, les volontés de la famille, du médecin traitant, des médecins d'organes. Je ne parle pas des autorités religieuses. D'autant plus qu'il existe souvent un décalage entre l'évaluation du clinicien et les souhaits du patient. Donc les préconisations de multidisciplinarité, c'est bien beau sur le papier, mais en pratique. D'autant plus que de nombreux patients sont pré-triés. On nous propose des patients qui ont déjà été évalués par le SAMU, les médecins urgentistes, les médecins traitants ou les médecins d'une autre spécialité. Et ce tri caché n'est absolument pas pris en compte dans les études. Qu'est-ce qui se passe avant la réa? On a essayé de regarder ça dans Ice Cube 1, évidemment je ne parlerai pas du 2, où le taux d'admission de personnes âgées avec une double évaluation urgentiste-réanimateur est de 14% uniquement.
Ceux qui sont considérés comme trop graves et non admis en réanimation n'ont pas une mortalité de 100%. Mais ceux qui sont admis, considérés pas graves, n'ont pas une mortalité nulle. Ça pose le problème de l'âge. Donc, l'hétérogénéité des pratiques d'un centre à l'autre, d'une part, et d'autre part aussi du bassin de population. Est-ce qu'on peut comparer un département très très jeune, je ne dirais pas lequel, et un département plutôt très très vieux, je ne dirais pas lequel non plus. L'acte médical est à la fois indispensable, insupportable, on sauve ou on sacrifie des vies. Moi, je ne suis pas là pour sacrifier des vies, j'essaye de les faire vivre. De nouveau, les directives anticipées. Combien d'ici dans la salle ont des directives anticipées sur eux? Merci beaucoup. Personne. Et vous imaginez qu'à l'hôpital, c'est un petit peu pareil. Elles peuvent être complètement inadaptées. Je ne veux pas de tuyaux. De tuyaux de quoi? Sonde vésicale, perfusion, sonde d'intubation. Non actualisées. Elles datent d'il y a 10 ans. Depuis, la situation et du patient clinique, intellectuel, etc. a pu changer. Donc inexistence, bien évidemment. Un patient conscient et libre de consentir, en général, ça ne pose pas de problème. S'il est inconscient ou incapable de consentir, trouver une personne, sa personne de confiance peut aussi poser des problèmes. Dans les situations d'urgence, le problème ne se pose pas, le doute doit bénéficier au patient, et donc la réanimation d'attente. C'est à peu près la seule chose sur laquelle je suis d'accord avec ce qui a déjà été dit. Dieu, oui, le réanimateur, oui, il trie, il sélecte, il se dit, ouais, j'ai une dernière place, si j'ai un mannequin de 25 ans qui arrive, je ne vais pas prendre, etc. Alors qu'il est lui-même le dernier recours. Mais devant ces décisions, le réanimateur est souvent seul. Et donc, on peut se poser les questions. Le réanimateur n'est pas un sociologue, ce n'est pas un politique, ce n'est pas lui qui dresse la carte du nombre de lits de réanimation disponibles dans une région. Ce n'est pas son boulot. Il est là pour sauver le plus de vies possible, en tenant compte des contraintes, bon, peut-être. Aller expliquer à une famille que l'intérêt collectif de garder un lit de réanimation par rapport à l'intérêt individuel du patient qu'on pourrait prendre et qu'on ne prend pas, je trouve que c'est très compliqué. Le spectre de l'obstination déraisonnable. Donc là, on a, vous l'avez tous reconnu, les derniers jours de Franco, mais c'est un mauvais argument. En réanimation, le réanimateur, il n'est jamais seul, il a ses collègues, et faire des limitations des thérapeutiques actives ou non d'ailleurs, n'est pas un problème. Donc le réanimateur est souvent seul, oui, mais pas en réa. Enfin, j'ai trouvé en regardant de façon un peu distraite cette littérature, une thèse avec un Québécois qui propose pour nous aider, nous réanimateurs, à faire notre choix, une liste de 200 critères que je vous épargnerai à récupérer avant d'admettre un patient en réanimation. J'ai trouvé ça relativement cocasse. Le réanimateur et le juge. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un référé liberté. Décision de limitation prise dans toutes les règles de l'art et de la loi. La famille s'oppose à une décision de non-réanimation. Le référé tombe, le juge décide si il faut que le patient soit réanimé. Là-dessus, personne ne va nous aider, on est obligé de le faire, sinon c'est homicide volontaire. Le réanimateur et la presse et les réseaux sociaux. C'est pour vous donner aussi un autre exemple d'un patient qui n'est pas pris en réanimation avec une famille, on va dire, un peu revendicative. Donc, non, pas de critères. Faisons, réanimons, c'est notre boulot. Merci. Merci.
Merci pour votre intervention. Avez-vous des questions dans la salle? Moi, je voudrais poser une question à Shoki. Quand tu dis décision collégiale, mais le médecin est seul responsable, est-ce vrai? Parce que si mes souvenirs sont bons, quand on fait une décision collégiale, ça veut dire qu'il y a 6-7 signatures. Et on n'est jamais seul dans cette histoire. Quand les choses sont faites dans les... Effectivement, on n'est jamais seul dans cette histoire, mais finalement, la personne qui notifie cette décision dans le dossier médical et puis la personne qui va parler avec le malade, ça reste quand même une seule personne. Donc, c'est un seul médecin. C'est une décision qui va être prise en collégialité, en concertation avec d'autres collègues qui vont apporter leurs idées et puis leur motif de décision. Mais finalement, quand tu vas informer un patient ou tu noter dans le dossier, tu restes toi-même le responsable c'est toi qui le signe. Responsable moral peut-être, mais pas... Oui, en tout cas, la personne qui la porte sur le dossier, c'est sa signature, c'est lui qui va être, on va dire, retrouvé derrière. Là-bas. J'aurais une question pour vous, docteur Santoli. Si je comprends bien, en fait, vous acceptez tous les patients qu'on vous propose en réanimation? Alors, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. La réponse officiellement est non. Officieusement, évidemment, oui. Et qu'en pensent vos équipes paramédicales? C'est une excellente question. Je pense qu'il va falloir la leur poser. Malheureusement, je n'ai pas pu venir avec elle. Je vais vous répondre. Hors Covid, bien évidemment. Il y a quelque chose que les équipes paramédicales ne voient pas forcément dans notre travail, entre guillemets, dans les étages ou aux urgences, c'est-à-dire encore une présélection, un pré-tri du pré-tri du pré-tri. Lorsque l'on a des doutes, lorsqu'on a des lits aussi, le principe de la réanimation d'attente est quelque chose pour moi d'assez important. Et on peut se planter. Évaluer, prendre une décision en 2 minutes sur un patient hospitalisé, quel que soit le service, peut-être de façon plus forte en gériatrie, n'est jamais quelque chose de simple. Donc mieux vaut hospitaliser. Quand on explique ça à nos équipes, il n'y a pas tellement de problèmes. On attend 48, 72 heures, on refait le point, et ensuite, si besoin, on fait une limitation thérapeutique. Et en tout cas, dans l'équipe à Aulnay, il n'y a pas de râlage en disant qu'on accepte n'importe quoi, si c'est comme ça que l'on peut le dire. Merci. Oui, alors moi j'ai une question par rapport à l'intervention précédente sur le recueil des directives anticipées, indirectes. Il a été fait mention de la personne de confiance, d'accord, ou des proches. Or, ce matin, on nous a expliqué que les proches n'avaient pas grande valeur. Et à mon avis, ils ne peuvent pas donner l'idée du patient s'ils ne sont pas au courant du pourquoi de l'hospitalisation. Ça paraît compliqué, quoi. Effectivement, c'est une question qui est pertinente. Il faut prendre l'avis des proches quand on a épuisé toutes les ressources. C'est-à-dire quand on n'a pas des directives anticipées bien rédigées dans le dossier médical, qui sont exploitables, et quand la personne de confiance n'existe pas,
Et ben, le dernier recours, c'est dans le texte de loi aussi, c'est que c'est la famille, c'est eux les dernières qui vont venir vers vous, vous demander des comptes. Donc, prendre des décisions, quelle que soit la décision négative ou positive, sans avoir une concertation avec les proches, j'entends bien par les proches, hein, les proches de premier degré du patient. Ce n'est pas la voisine ou le cousin qui habite à Perpète qui ne l'a jamais vu. Donc, je pense que ça a quand même une valeur. En tout cas, ça peut éviter des problèmes ultérieurs. Si même ça n'a pas trop de valeur juridique, mais ça peut éviter beaucoup de problèmes ultérieurement. Et quoique, si ça n'a pas de valeur juridique, j'ai des doutes aussi. Je ne suis pas juriste, je ne peux pas répondre à ça, mais... Oui, on peut s'appuyer sur quel que soit le support et les informations que l'on peut obtenir si on n'a pas de personne de confiance. Non, mais là, moi, je suis complètement convaincue. C'est simplement que c'est une pratique plus que courante, parce que les directives, comme vous disiez, il n'y en a jamais. La personne de confiance, elle n'est jamais citée non plus. Nous, on a dans les dossiers, on a la personne à prévenir en priorité, et la personne de confiance, elle arrive. Justement, dire qu'il faudra des critères d'admission. Bon, en réanimation, on parle de réanimation aujourd'hui, ça devrait être partout dans le domaine médical. Donc, pour tout patient qui rentre à l'hôpital, c'est une politique qu'on devrait avoir dans les années à venir, de demander aux patients, donc l'inciter à faire leur directive anticipée et de demander à avoir une personne de confiance quand ils rentrent à l'hôpital, quand ils sont bien conscients voilà, donc il faudra que ça soit acté. Ça devrait être une obligation. Oui, mais alors oui, mais on tourne en rond là, parce que ce matin toujours, on nous disait quand même que la personne de confiance, il fallait qu'elle soit déterminée au dernier moment. Si c'est celle d'il y a 6 mois, elle est plus valable. Enfin voilà, quoi, on n'y arrive pas. Enfin... Encore une fois, je reviens sur la même chose, c'est que dès le moment où on n'arrive pas à trouver d'autres éléments plus récents, il faut se retrancher derrière les derniers éléments qu'on peut avoir. Donc en tout cas, il faut montrer qu'on a fait les recherches nécessaires pour avoir une personne de confiance, un membre de la famille, ou déjà pour se protéger l'établissement dans lequel on travaille et que ça soit acté dans le dossier médical. Merci, Monsieur Khaldoun. Moi, je suis plutôt de l'avis de François. Hors de périodes de grande tension comme le Covid, je pense que je n'ai pas le souvenir d'avoir refusé des malades, ou j'ai peut-être refusé un ou deux, mais ça devait être des choses caricaturales. Bon, je comprends votre position. On vous propose un malade, vous dites non. Le lendemain, il y a de nouveaux médecins, ils vous reproposent le malade. Qu'est-ce que vous faites ? Je réétudie le dossier à nouveau. C'est bien, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est très bien. Est-ce que parfois, sur des dossiers que vous refusez, vous dites après, on a peut-être été un peu, je ne sais pas, ouais, il manquait peut-être ça. Je vous titille, là. Hein. Effectivement, c'est une situation qui revient régulièrement. Ça m'est arrivé de dire non, je ne prends pas ces malades. Et puis mes infirmières me disent le lendemain ou sur le lendemain, mais il y a 2 jours, tu ne voulais pas le prendre. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il est là ? C'est comme la mode. Hein. C'est compliqué. Voilà. C'est comme la mode. Ça s'en va et ça revient. Donc après, il faudra prendre les bonnes décisions derrière. Donc le fait que le malade soit là dans nos murs et qu'on s'en occupe, qu'on donne tout ce qu'il faut pour le sauver, pour lui apporter les soins nécessaires. Mais il ne faut pas que ça soit aussi dans l'obstination déraisonnable derrière. Ça, on est d'accord. Et en respect avec son entourage et avec sa dignité lui-même, en première intention. On est d'accord, merci. C'est pour ça qu'il y a un registre de refus qui est marqué et les gens peuvent le lire et voir pourquoi tu as refusé le malade. Moi, je passe mon temps à refuser. Hein. C'est bon ?